Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue mesdames et messieurs sur votre émission Face à l'opinion. Vous êtes sur Soleil Levant TV, très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin. Vous savez mesdames et messieurs, depuis décembre 2023, il est passé de l'UDBN à Renaissance nationale, mais parfois beaucoup les traitent de partis trop silencieux. En tout cas, pour répondre à cette interrogation, nous avons voulu discuter avec le porte-parole du dit parti. Il a nom Dr Mohamed Awali Akintola. Bonjour docteur, bienvenue sur votre émission Face à l'opinion. Bonjour monsieur Boko, j'espère que vous allez bien. Super. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci mesdames et messieurs de nous préférer, vous l'aviez certainement compris, nous allons parler du parti Renaissance nationale, nous allons parler de la mission, de l'objectif de ce parti et justement depuis décembre 2023, le parti reste-t-il avec la même dynamique? En tout cas, beaucoup de questions qui seront posées à Dr Mohamed Awali Akintola. Nous y sommes, bienvenue à toutes et à tous. Docteur, première question, comment va le parti depuis décembre 2023? Merci beaucoup, c'est un honneur pour nous d'être sur ce plateau. Nous disons déjà bonjour et bonne journée dominicale à tous nos internautes, à tous nos auditeurs. C'est la première fois que nous sommes invités sur ce plateau et nous en sommes très honorés. Le parti Renaissance nationale que préside Madame Claudine Afiavi-Prudencio se porte à merveille. Se porte à merveille en ce sens que les objectifs que nous nous sommes fixés en muant de UDBN pour Renaissance nationale sont en train d'être atteints dans le temps de façon spécifique, pas à pas. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile parce que nous sommes sur un terrain où les contraintes, autant internes qu'externes, et là lorsque je parle d'externe, je parle de l'atmosphère politique, je parle de la législation et tout ça ne sont pas tout fleur. Cependant, nous tenons le coup, nous avançons et nos objectifs sont en train d'être atteints. En décembre, donc plus précisément le 16 décembre 2023, nous nous étions fixés pour objectif, en faisant le rebranding de notre parti, d'aller à la reconquête de notre électorat et de séduire davantage les Béninois par rapport à notre offre de société. Cela est en train d'être fait progressivement. Ça transite d'abord par des stratégies de communication beaucoup plus affûtées, une présence beaucoup plus offensive dans la scène non seulement politique mais aussi médiatique de notre pays. Puis ensuite maintenant la vulgarisation, je disais donc, de l'idéologie de ce parti-là afin de construire sur le long terme. Et c'est ça ce pourquoi nous avons opté. Nous avons décidé de mettre de côté le populisme, le sensationnel, vu que depuis quelques années la dynamique est au renforcement du système partisan. C'est donc un système qui se construit sur l'idéologie, sur un enracinement des partis politiques et un mariage vraiment scellé entre l'électorat, les militants et leurs partis politiques, quelles que soient les réalités du terrain politique, afin de limiter au maximum tout ce qui est vagabondage politique, excusez l'expression, en public. Donc, nous avons décidé de travailler sur le long terme, travailler au jour le jour, un petit pas devant un autre pour que notre électorat puisse davantage nous comprendre. Et de bien comprendre Renaissance nationale et son idéologie qui est d'un grand ancrage nationaliste. Le consommant local, la fierté d'être béninois. Nous, avant tout. Dans un contexte où nous n'oublions pas naturellement les autres. Et c'est le moment de clarifier que notre nationalisme n'est pas un nationalisme d'exclusion comme en Occident ou en France plus précisément pour certains partis politiques dont le sigle tend à ressembler au nôtre. Nous ne faisons pas nous un nationalisme d'exclusion, non, nous faisons un nationalisme d'inclusion qui appelle tout le monde à mettre la main à la pâte mais à penser d'abord nationalisme, patriotisme béninois. Donc c'est un peu ça, nous travaillons chaque jour que Dieu fait dans les hameaux et vous l'auriez vu sur les ondes, les activités, sur le plan social, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation, mais également sur le plan de la formation au leadership, autant au niveau des jeunes qu'au niveau des femmes du parti. Voilà donc un peu le petit bout de chemin qu'on a fait depuis décembre passé. En tout cas, dans quelques mois, ça fera un an. Exactement. Si on pourrait faire le bilan, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé de façon concrète en quelques mois? Ce qui a d'abord, ce qu'on a réussi à faire, c'est que
on a su communiquer autour de Renaissance nationale. De manière à ce qu'aujourd'hui, l'expression se trouve sur les lèvres. C'est déjà ça et il n'y a pas confusion. Le branding du parti est connu de la grande majorité. L'autre chose que nous avons pu faire, c'est la mise sur pied de nos équipes focales de remobilisation dans plus de 50% déjà à l'heure actuelle des arrondissements que nous avons ciblés. Avec pour tâche de remobiliser pour le parti afin qu'on puisse passer au bout d'1 an d'existence de Renaissance nationale à une installation beaucoup plus formelle de nos structures de base, avec pour assurance que ces militants-là, à la base, ou en amont, j'allais dire, ont déjà été formés à la gestion de leurs cellules de base, gestion financière, gestion administrative, communication politique, stratégie de mobilisation. Quand ces 4 axes-là ont été bien décortiqués et que ceux qui ont été identifiés pour mener la barque Renaissance nationale dans ces arrondissements-là ont été suffisamment imprégnés, j'allais donc dire, de ces notions, et bien, nous passerons à leur mise en orbite, comme on le dit. Voilà donc un peu le gros lot de ce qui a été fait. Et pour boucler cette question sur le bilan, c'est que aujourd'hui Renaissance nationale est pour beaucoup de questions ou de sujets d'actualité, d'intérêt national, d'intérêt international, le premier parti, la plupart du temps, a réagi sur ces questions-là. Et sans fausse modestie, nous en sommes fiers. En tout cas, le thème de décembre 2023 est porté sur Renaître pour conquérir. Docteur Mohamed, pourquoi ce thème? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le thème est porteur? Oui, porteur, parce que le bout de chemin que nous avons fait au jour le jour ne fait que nous confirmer l'opportunité de cette action-là que nous avons menée et sa pertinence. Opportunité et pertinence validée parce que nous sommes sur le terrain du marketing politique et les mêmes stratégies sont utilisées dans tout ce qui est marketing commercial. À un moment donné, lorsque votre produit subit des aléas, ne vous fait pas entrer autant que vous avez prévu, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle du rebranding. Le rebranding, ça veut dire qu'il faut mieux s'adapter aux besoins de la clientèle. Entendez sur le terrain politique de l'électorat, du Béninois et de la Béninoise lambda. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nos populations, surtout subsahariennes, sont très portées patriotisme, et quelles que soient les dérives des régimes militaires un peu partout dans la sous-région, vous voyez quand même cette fibre-là de nous nous tournons vers nous-mêmes et on fait dos à celui qui nous a toujours pillés et tout ça. Nous avons une notion, une conception beaucoup plus atténuée de cela parce que nous trouvons que ce n'est pas forcément la solution, mais pour nous, il faut se réapproprier le nationalisme. D'où national dans notre acronyme. La deuxième chose, c'est que, bon, à tort ou à raison, on nous taxait de parti qui n'a pas un ancrage national et tout ça. Donc, il fallait prouver que ce n'était pas le cas. Mais lorsqu'on vous critique, c'est pour que vous fassiez mieux, en fait. Parce que personne n'a la prétention de tout faire et de tout faire très bien. Donc, lorsqu'on vous le dit, c'est parce qu'on a remarqué des manquements et on attire votre attention dessus, quelle que soit la manière dont on le dit, on ne le prend pas mal. Et donc, on se dit, si les gens le disent, c'est qu'il faut encore faire mieux que nous le faisions avant. Et la question de la renaissance, oui, il faut marquer le terrain de la mutation d'une forme donnée à une autre. C'est-à-dire? Donc, il fallait faire comprendre que nous renaissons pendant qu'à un moment donné, tout le monde a pensé que UDBN était mort. Tout le monde a pensé que les militants n'existaient plus. Et puis, on sortait également d'un mariage qui n'a pas été consommé réellement avec un autre parti de la mouvance présidentielle. Donc, on nous avait déjà dit pour mort. Il fallait donc, comme le phénix qui renaît de ses cendres, prouver. D'abord dire haut et fort et prouver ensuite au peuple béninois et à ces détracteurs-là que le parti qu'on dit mort, en fait, a juste opéré
un processus de changement, de renaissance, contrairement à la résurrection que certains ont dit, non, de renaissance pour nous, pour mieux servir le peuple béninois. Est-ce que vous tirez leçon de vos échecs? Parce que tout à l'heure, vous parlez d'ancrage national. On sait que l'UDBN à la présidentielle, un peu difficile, a sorti de l'ornière. Les communales difficiles, les législatives aussi. Est-ce que, quand on prend cette série d'élections passées, l'UDBN tire leçon et se dit il faut mieux sauter? Comme tout être humain, comme toute organisation dans son existence, on apprend de ce qui n'a pas marché de par le passé. Je ne parlerai pas forcément d'échecs, d'accord? Je parlerai peut-être de limites dues à plusieurs raisons. Vous voyez, et c'est ce que nous faisons tous au jour le jour, que ce soit Renaissance nationale, que ce soit d'autres partis politiques un peu partout dans le monde, c'est qu'on agit, on apprend, on tire des leçons et on s'adapte pour mieux faire. Donc oui, Renaissance nationale a beaucoup appris parce qu'aujourd'hui, la maturité que nous avons n'est pas la maturité que nous avions lorsque le parti naissait en 2009. Vous voyez, donc il y a déjà ça. L'autre chose aussi, c'est que UDBN n'a pas eu des difficultés différentes des difficultés que les autres partis politiques ont eues. Nous avons subi des coups dû à la réforme du système partisan. Justement. Mais nous avons refusé de nous laisser abattre. Nous avons plutôt choisi de ressembler à un roseau qui ploie, mais qui ne rompt pas. Parce que nous sommes convaincus de l'idéologie que nous défendons, des valeurs que nous défendons et de leur utilité ou de leur caractère même indispensable pour le développement du pays. Cette vision-là de développement que nous ne retrouvons malheureusement pas en entièreté ou en grande majorité chez les autres formations politiques. Donc notre offre unique en son genre vaut la peine que nous souffrions pour elle jusqu'à ce que ça porte un jour. Pour la présidentielle, on n'a pas eu de candidat. Vous voyez, on n'a pas eu de candidat et nous sommes mesurés en fait dans nos ambitions, dans nos décisions. Donc, on n'a pas eu de candidat. Exactement. On a décidé donc de soutenir le candidat Patrice Guillaume Atanas Talon à l'époque et nous avons réitéré ce soutien-là lors de la présidentielle de 2021. Voilà. Justement. Pour les communales de 2020, oui, nous avons subi un grand coup parce qu'on a été surtout surpris par certains résultats. Pour les législatives de 2023, également, le parti a, je pense, si vous le permettez, sans être narcissique, que c'est le parti qui devrait être le plus adulé après les élections législatives de 2023. Et pourquoi? Je m'explique. Le parti a participé dans la précipitation. Parce qu'on n'était pas parti pour aller aux élections législatives de 2023 en tant que UDBN. Vous pouvez ne pas y aller aussi. Oui, mais on a choisi de ne pas le faire. On a choisi d'être présent. Et pourquoi? Parce cela se félicite. Parce que vous connaissez déjà le résultat d'avance. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne peut pas connaître le résultat d'avance. Je vous explique pourquoi. Rien ne se fait dans la précipitation, docteur. Je vous explique. Nous avions choisi de fusionner avec un autre parti politique de la mouvance présidentielle. Exactement. Lorsque je parle de précipitation, ce n'est pas la précipitation d'aller aux élections. Non, ce sont les actions qui ont dû être menées à la dernière minute et toute l'énergie qui a dû être mobilisée parce que on n'avait pas en tête le schéma d'aller seul. On fusionnait avec un autre parti de la mouvance présidentielle et les accords étaient bons. Mais juste que sur le chemin, on a compris que c'était un marché de dupes. Et on a pris nos responsabilités, pas en tant qu'individu, mais en tant que défenseur des intérêts de nos militants à la base, qui ne se sentaient pas à l'aise dans ce qui pointait à l'horizon. Donc c'est à quelques semaines des élections législatives que le bureau politique a décidé de prendre ses responsabilités et d'être quand même présent à ces élections législatives-là. Donc c'est en ça que je disais que nous n'avons pas forcément eu la même chance que tous les autres partis politiques qui ont participé, mais on ne s'en morfond pas. Et on ne voudrait surtout pas, chialer sur ça. Non, on n'a pas participé aux élections parce que non. Nous avons promis à nos militants d'aller aux élections, nous sommes allés aux élections.
Et comme je l'ai dit, nous avons aussi appris de cela et cela nous a surtout renforcé dans notre conviction que nous pouvons faire le chemin seuls et nous y arriverons un pas devant un autre. Vous parlez de conviction, vous avez même parlé de cette réforme du système partisan. Cette réforme du système partisan, en tout cas qui conditionne certaines choses, vous le savez. Est-ce que vous croyez que vous pouvez relever le défi avec ce système partisan, justement? Oui. C'est pas facile. En effet, mais si serait à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on le dit. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, on aurait plus de 100 partis politiques comme on en a eu par le passé. Donc quand c'est dur, les durs avancent, comme on le dit. Et nous nous considérons de cette carapace-là, Dieu. Oui, le système partisan dans sa forme actuelle n'est pas de nature, dans l'immédiat, à être vecteur de vent pour le Parti Renaissance Nationale. Ah bon? Oui. Parce que nous ne pouvons pas, par exemple, participer à l'élection présidentielle en tant que parti politique. Il faut des parrainages. Et nous n'avons pas d'élus communaux, nous n'avons pas de députés à l'Assemblée nationale. Vous voyez, donc c'est en ça que je dis que ce n'est pas de nature dans l'immédiat à propulser le parti Renaissance Nationale. Pour les élections législatives et communales, le parti va quand même y participer, peut y participer. Encore dans la précipitation? Pourquoi dans la précipitation? Vous n'aviez ni député, vous n'aviez ni maire. Ce serait peut-être compliqué avec la réforme du système partisan. On n'a pas besoin d'avoir des députés ou des maires pour participer aux élections législatives, communales et législatives. Sur quoi vous comptez? Ce ne sont pas les députés qui votent. Le député a une seule voix, le conseiller communal a une seule voix, comme tout Béninois lambda. Donc nous comptons sur l'électorat que nous sommes en train de mobiliser. Il faut avoir d'abord le parrainage. Non, pas de parrainage pour les élections législatives et communales. Justement, je parle de la présidentielle, moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, la présidentielle, elle est écartée en l'état pour 2026. Je l'ai déjà dit. Je parle d'aller à la conquête du pouvoir pour les élections législatives, on va dire désormais les élections générales de 2026, où rien ne contraint le parti à ne pas y participer. D'accord. Vous voyez, donc tout se jouera sur l'adhésion du peuple au projet de société et surtout aux actions que nous menons sur le terrain qui sont précurseurs de ce que nous ferons si nous avons le pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, oui, le code électoral, il est par endroits dur, mais parfois il faut que ce soit dur, il faut une tempête en fait, pour que tout devienne clair devant, pour que tout ce qui ne doit pas exister soit balayé, et que les vrais acteurs se retrouvent dans l'arène. Nous estimons que ce code en son état a encore des retouches à subir. Encore, et nous l'avons toujours clamé. Lorsque très tôt, nous sommes montés au créneau avant tous les autres partis politiques pour faire des propositions concrètes par rapport à la réforme de ce code-là. Nous sommes contre toute attente, nous étions le seul parti de la mouvance présidentielle qui a dit non, ne touchons pas à la Constitution, cherchons notre solution dans le code électoral. Nous avons fait des propositions concrètes pour le chevauchement de dates qui s'opérait au niveau de la tenue des élections, des différentes élections, au vu de l'ancien code électoral qui courait depuis 2019. La réforme de ce code-là n'est pas forcément allée dans le sens que nous aurions souhaité. Mais bon, lorsque vous avez des gens à l'Assemblée nationale qui ne sont pas de votre parti politique, lorsque le fort bloque la voie, et le faible n'a qu'à prendre le chemin des sentiers avec son bon droit, comme on le dit. Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement au niveau de ce code? Oui, déjà que les lois électorales de façon générale ont fixé un système de financement des partis politiques. Financement public, afin de réduire au maximum tout ce qui est blanchiment, tout ce qui est fraude sur le plan financier et ainsi de suite dans la tenue des élections, les achats de conscience et autres. C'est salutaire. Et il faut militer pour cela en démocratie afin que le jeu soit équitable. Mais nous estimons que le financement des partis politiques devait être fait sur 2 paliers. Parce que nous n'avons rien inventé en fait. Nous sommes simplement en train d'adapter des choses à notre réalité. La France nous a dévancés
dans le système de financement public des partis politiques. Le Canada nous a dévancés. Ce sont des modèles en matière de démocratie à travers le monde entier. Leurs systèmes sont des systèmes de manière à ce que si un parti politique arrive déjà à participer aux élections, qu'il ait levé des sièges ou pas, ce parti est éligible à une partie du financement public. Parce que l'action des partis politiques n'est pas que de participer aux élections. Les partis politiques animent la vie politique du parti, la vie politique du pays, la vie sociale, la vie économique du pays. Ils influencent l'opinion, ils éveillent les consciences pour que les droits des uns et des autres puissent être suffisamment respectés et que chacun puisse faire son devoir dans la société. Donc l'animation quotidienne de la vie publique requiert un soutien du public. On risque de replonger encore dans l'ancien système. Dans l'ancien système, il n'y avait pas de financement. Oui, justement, on risque, parce que tout le monde peut participer, tout le monde peut animer et dire oui, je suis parti politique, alors je bénéficie de financement de partis politiques. Vous avez oublié que pour participer aux élections, il faut déposer des cautions de garantie Évidemment. qui ne sont pas remboursées. Vous avez oublié qu'il faut dépenser pour la campagne électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce que je dis, le système dont je parle est un système où le parti politique gagne au prorata de ce qu'il y a. Ce n'est pas un commerce. Ce n'est pas comme si à la fin, vous investissez par exemple 500 millions pour aller aux élections et l'État vous repaye 500 millions ou vous repaye 1 milliard. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On a parlé d'un soutien à l'animation de la vie publique. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je dis. Je suis très bien. Tout parti politique ne peut pas, parce que tout parti politique ne peut pas détenir le récépissé pour participer aux élections. Le code électoral dit que si vous ratez 2 élections législatives consécutives, on vous arrache le récépissé. Ça veut dire que vous le voulez ou non, vous devez être présent aux élections législatives et communales. C'est de l'argent. Vous voyez un peu ce que je dis? L'État exige des sièges départementaux à tous les partis politiques. 12 sièges départementaux. Ça s'anime avec de l'argent. Donc, en plus des cotisations des membres du parti, si un parti est dans les normes et dans les règles, et lorsqu'on a parlé de règles sans financement de partis politiques, vous voyez combien de partis politiques on a pu avoir? À peine une douzaine. Et certains n'arrivent même pas à participer aux élections. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour dire que le financement public devait être élargi à cela. Et nous ne sommes pas les premiers à l'avoir dit, nous ne sommes pas les seuls à le dire jusqu'à aujourd'hui. Et cela mérite attention du législateur. La deuxième chose, c'est le seuil d'éligibilité pour la levée des sièges. Lorsque vous prenez la population béninoise, nous sommes à plus de 12 millions, mais nous avons sur la liste électorale à peine 6 millions qui ont le droit de voter, et nous avons à chaque élection autour de 2 503 000 qui votent réellement. Lorsque vous exigez en fait, pour ce nombre de partis politiques-là, un seuil qui va jusqu'à 10%, et puis récemment jusqu'à 20%, on estime que c'est un peu trop haut. Parce que ça crée une autre inégalité. L'inégalité que ça crée, et j'en ai plusieurs fois parlé, c'est que vous retrouvez une population, puisque nous sommes dans un système de décentralisation. Donc, je peux, moi, être d'un parti politique qui n'a pas pu lever les 10% ou les 20% à la nationale. Mais ma circonscription électorale estime que je suis le mieux habilité à diriger la commune ou à être le porte-voix de la circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Et on vote pour moi. Je suis peut-être le premier, 102e dans ma circonscription ou dans ma commune, mais parce que mon parti n'a pas pu avoir les 10% à la nationale, c'est qu'on confie la destinée de la circonscription électorale ou de la commune à quelqu'un dont ne veulent pas les peuples. La représentativité qu'on a toujours voulu à travers la démocratie ne s'exprime plus dans son entièreté. Et dans un pays où nous avons plus de 90 groupes socio-ethniques différents, même si nous recherchons le nationalisme, l'unité, le fait de parler d'une seule voix, on créera quand même des frustrations parce qu'il y en a qui ne se retrouveront même plus dans le jeu et ça va créer le désintéressement de la chose publique. Je ne dis pas de supprimer en fait, mais le seuil devrait être réaliste par rapport aux besoins. Et il y a des exemples, nous en avons. Je prendrai par exemple le cas de la Turquie que je connais parce que j'ai beaucoup vécu là-bas et j'ai participé sur le plan politique là-bas. C'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir ces 10%-là sur tout le plan national. Forcément, le parti, bien qu'étant un parti d'ancrage national,
Il suffit qu'il puisse avoir un certain seuil dans certaines circonscriptions électorales qu'il peut lever des sièges. Cela contribue davantage à l'union nationale que le fait d'éliminer d'office. Parce qu'à un moment donné, lorsque l'administré ne s'identifie pas dans celui qui le représente, vous connaissez très bien la finalité et la suite. Voilà donc un peu quelques réformes que nous avons proposées et sur lesquelles nous continuons toujours de tenir. Mais il faudrait faire la nuance entre le fait de se rebeller contre une loi votée par des gens qui sont à l'Assemblée nationale, donc décidée par le peuple, et le fait de faire des propositions et d'y tenir pour que ce soit meilleur. En tout cas, mesdames et messieurs, vous êtes sur l'émission Face à l'opinion qui reçoit pour vous Dr Mohamed Awali Akintola. Il est le porte-parole du parti Renaissance Nationale. Nous avons déjà parlé un peu du fonctionnement du parti. Nous sommes avec la réforme du système partisan, les avancées, les insuffisances, pourquoi pas les limites si vous voulez, avec quelques pistes de propositions que le docteur essaie de nous donner. Aujourd'hui, docteur, les gens vous traitent de parti silencieux. Les gens disent quand il y a une actualité, vous flashez juste un communiqué, ça circule de façon rapide sur les réseaux sociaux. Puis après, silence radio. Je pense que c'est un postulat qui est mal libellé, c'est juste un préjugé. C'est un préjugé peut-être que nous traînons depuis 2BN, peut-être, j'ai dit peut-être, je ne suis pas formel dessus, mais c'est un peu surprenant pour moi que les gens nous traitent de silencieux, parce que le parti Renaissance Nationale, depuis décembre passé, est pour beaucoup de questions d'actualité le premier à se prononcer. Et la cellule, le pôle des communicants est très présent sur les émissions télé, les émissions radio. Moi, je ne pense pas qu'on ait fait 2 semaines sans qu'un membre du pôle de communication du parti Renaissance Nationale ne soit présent sur un plateau média audiovisuel. Et on ne parle pas des communiqués comme vous l'avez dit, parce que il y a des choses qui sont certes officielles et il faut les faire de cette manière-là. Maintenant, vous savez, on ne peut pas en vouloir aussi à ceux qui le disent, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'a pas le financement public, qui fonctionne sur les maigres cotisations des militants, de faire de la propagande médiatique comme le ferait quelqu'un qui a la grosse cagnotte. C'est pas possible ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Donc on ne peut pas nous évaluer avec les mêmes critères. La deuxième chose aussi, c'est que si vous avez, et ça je m'excuse de le dire, des communicants, des journalistes qui ont déjà des obédiences déclarées ou non vers des partis politiques, souffrez que le relais des informations ne soit pas toujours en notre faveur. Vous voyez que le relais gratuit des informations ne soit pas toujours en notre faveur. On n'y peut rien, ça, en réalité. Donc, si certains partis politiques bénéficient d'un relais gratuit dans les médias de leurs activités et que nous, on doit faire des relais payants alors que nous n'en avons pas tout le temps les moyens, eh bien, on ne peut pas être partout ensemble ou alors partout comme eux. Comment? Cependant, je préfère qu'on nous évalue aux ressources, aux moyens et à l'effort qui est fourni et le résultat qui est obtenu. Qu'on nous évalue entre aujourd'hui et hier. Et là, je pense que l'honnêteté voudrait qu'on reconnaisse que le parti Renaissance Nationale est très présent. Et je pèse bien le mot, très présent, contrairement à beaucoup d'autres partis politiques, même qui ont le financement public sur beaucoup d'axes. Nous avons pris l'habitude depuis un bon moment de nous prononcer en premier sur tout ce qui est question d'actualité, tout ce qui est question d'intérêt national et international. Et la première source d'information, ce sont nos canaux officiels. Donc si les journalistes veulent savoir si le peuple veut savoir ce que Renaissance Nationale a dit ou dit par rapport à tel ou tel, il suffit simplement d'aller sur notre site web. Il suffit simplement d'aller sur... Tout le monde n'a pas accès au réseau. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je parlais de relais. En fait, le peuple qui est informé ne l'est pas parce qu'il va directement à la source de l'information. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons une population qui n'est pas à 100% instruite.
Ils l'apprennent parce que les journalistes font le relais. C'est l'occasion de saluer vous qui nous accompagnez depuis toujours et qui faites un super méga effort pour nous donner de la visibilité. Et l'occasion également, après avoir titillé un peu les collègues du métier, de les inviter à faire de même pour que, au même titre que les autres partis politiques, nous puissions avoir. Parce que nous avons à dire, et heureusement, nous sommes conscients du fait que vous appréciez ce que nous disons et la manière dont nous le disons. Donc je parlais surtout de relais. Si nous faisons, on veut savoir ce que Renaissance Nationale fait, allons simplement sur la page Facebook de Renaissance Nationale. C'est encore plus suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Mais l'information est produite là. C'est ce que je dis. L'information est produite à partir de là. Est-ce que c'est aux journalistes d'aller sur la page Facebook de Renaissance? S'il faut aller sur les pages Facebook des différents partis, oui. On n'en finira pas. Si. Justement, dans la journée. Parce que nous, aussi, nous avons d'autres. Nous avons d'autres chats à fouetter. Permettez-moi. Ah non, vous n'avez pas d'autres chats à fouetter. Ah, on n'a qu'à une. Vous avez le business de l'information. Ah bon? Oui. Et c'est vous qui dites que l'information est quérable. D'accord. Ça fait deux. Du coup, vous avez des rubriques politiques, vous avez des rubriques société. Je ne pourrais pas partager votre avis de non, ce n'est pas à nous d'aller. Nous diffusons pour que ça atteigne le maximum d'organes de presse possible pour les relais. Mais vous, je dis, vous faites déjà un travail. Peu de journalistes, peu d'organes de presse diront qu'ils ne sont pas à chaque fois. Non. Je suis désolé de ne pas pouvoir m'inscrire dans la même logique. Très peu d'organes diront non, on n'est pas informé, c'est faux. Ils peuvent dire on est informé, mais on a choisi de ne pas relayer. Docteur, pour plusieurs raisons. D'accord. Docteur, ce qu'on vous reproche le plus, peut-être pour finir avec ce sujet, il y a des partis politiques qui sont très actifs. Sur telle actualité, il y a un point de presse, une conférence presse, il y a quand même une animation. Il y a une explication, d'accord? Il y a une information qui est donnée au public, ce qui permet à chaque organe de vulgariser autrement l'information dont vous parlez tout à l'heure. Nous allons couper alors la poire en deux. D'accord. Alors, comment vous accompagnez ces médias-là pour que ces médias autrement vous accompagnent? Parce que n'oubliez pas que les médias aussi ont une charge, les médias doivent payer les impôts, les médias, parce que vous dites oui, il faut aller sur la page Facebook. C'est maintenant que vous touchez la question. Alors qu'il faut peut-être aussi accompagner les médias. Qu'est-ce que la Renaissance Nationale fait pour autrement accompagner les médias? C'est maintenant que en fait vous crevez l'abcès. Allons-y. Oui. La Renaissance Nationale a des contrats, justement, d'accord, avec des organes de presse. Ne souffrez que pendant que des partis comme l'Union progressiste, le Renouveau, les partis comme FCB, des partis comme les démocrates peuvent avoir des contrats avec 20 organes de presse, que Renaissance Nationale ne puisse en avoir qu'avec peut-être 10. La politique, c'est les moyens. Oui, mais nous avons choisi d'y mettre les moyens en fonction de ce que nous pouvons. Et on ne peut pas nous reprocher cela, n'est-ce pas? On ne peut pas nous reprocher cela. Nous ne sommes pas en train de faire une compétition sur ce terrain-là uniquement. Vous voyez un peu ce que je dis? Et peut-être que si les députés, les honorables députés à l'Assemblée nationale se décidaient de revoir un peu le code électoral ou la loi sur le financement des partis politiques, peut-être que le jeu serait plus équitable. Entre griffes. Mais bon, il faut reconnaître que cela ne les avantage pas beaucoup, hein? Parce que c'est eux qui sont là et si on a la possibilité de ne pas aller dans le sens de ce que le concurrent d'à côté pourrait trouver d'avantageux, eh bien on n'y va pas, il n'y a pas de souci. Ce que je dis, c'est qu'on va couper simplement, parce que j'ai l'impression que cette question vous tient vraiment à cœur et j'y lis en fait le souci de plus de visibilité encore pour Renaissance Nationale. On va couper la poire en deux. Je prends l'engagement, autant devant tous les organes de presse, les collègues du métier qui nous suivent, mais également du peuple béninois, que Renaissance Nationale va davantage travailler sur la propagande, la communication politique du parti pour vous satisfaire et invite également de l'autre côté les organes de presse à beaucoup plus de gentillesse dans le relais des informations de notre parti politique Renaissance Nationale. L'actualité, c'est le dossier Frères Onvie, vous le savez. Justement, ce dossier qui alimente pratiquement tous les médias, tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Depuis que ce dossier soit éclaté de l'autre côté de notre pays voisin, alors, quelle lecture Renaissance du Bénin
fait de ce dossier de façon concrète? Renaissance nationale. La Renaissance nationale fait de ce dossier de façon concrète. D'abord, il faut faire très attention à opiner sans avoir l'information juste et vraie. Et je pense que c'est cet amalgame-là qui se remarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Chacun y va de sa petite connaissance, de sa petite compréhension, erronée ou pas, de la question. C'est l'occasion pour moi également d'inviter tous ceux qui opinent à tort et à travers sur les réseaux sociaux par rapport à ce dossier-là, de faire très attention pour ne pas tomber, parce que beaucoup tombent déjà dans les travers de la loi. Il faut déjà dire que le terme kidnapping et tout ça est beaucoup revenu. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à l'heure où nous sommes, là, la justice béninoise, le pouvoir judiciaire béninois, c'est ce que je vais dire plutôt, le pouvoir judiciaire béninois n'a pas encore officiellement communiqué sur les circonstances d'arrestation de M. Steve Amoussou, frère Humvi ou pas, je ne saurais le dire, parce qu'il y a cet amalgame-là qui est aujourd'hui entretenu aussi. À partir de ce moment, des responsables de partis politiques, des responsables, des personnalités publiques que nous sommes, doivent savoir raison garder et comment opiner. Parce qu'un mauvais choix de mots peut vous être retourné à la figure plus tard. Tout ce que nous savons, c'est que la criette n'a pas nié avoir reçu pour comparution le Béninois Steve Amoussou. Il est présumé auteur des chroniques qui circulent et qui portent la signature non sobriquée naturellement de frère Humvi. Et dans ces chroniques-là, vous et moi le savons, qu'il y a quand même, malgré cette volonté-là d'éclairer le peuple sur des questions sensibles, qu'on estime leurs droits, il y a quand même beaucoup de calomnie, beaucoup de médisance. Du côté du chroniqueur D'accord. à l'endroit de certaines personnalités, à l'endroit, au-delà des personnalités, à l'endroit des institutions de la République, et qui ont également le droit de réclamer justice. Vous voyez, quand ces faits-là seront clairement établis, vous pourriez toujours m'inviter et je serai disponible pour opiner par rapport à cela. Nous avons lu il y a quelques jours que le procureur de Lomé a lancé également des mandats d'arrêt international. Et jusque-là, notre pays ne s'est pas prononcé. Nous, en tant que personnes tierces, avant de nous prononcer, nous sommes obligés d'attendre le deuxième son de cloche. Quitte à ce que, à partir de ce que l'État béninois dira de l'arrestation de Steve Amoussou, on pourra dire oui, il y a eu kidnapping. Oui, les lois internationales ont été violées. Non, les services de renseignement togolais ont ou n'ont pas collaboré avec ceux béninois. Est-ce qu'il y a eu de la jurisprudence en cette matière-là? Est-ce que la gravité des faits qui sont reprochés à monsieur frère Humvi, qu'on estime être dans la vie civile Steve Amoussou aujourd'hui, sont suffisamment pesants pour que la procédure d'arrestation qui a été enclenchée soit justifiée? Je préférerais donc, au nom de Renaissance nationale, qu'on revienne à ce débat-là lorsque cela sera établi, parce qu'il faut faire très attention d'opiner sur une question qui est déjà dans les mains de la justice. Voilà donc la lecture préalable que nous faisons de ce dossier-là. Comme tout le monde, nous n'avons pas de relation particulière avec frère Humvi ou Steve Amoussou. Comme tous les Béninois, nous avons écouté ses chroniques, et ainsi de suite, et tout ce qu'il s'y disait. Et puis nous avons suivi le fait nous avons appris qu'il est, ça au moins c'est un fait, parce que ces avocats ont dit qu'ils l'ont vu dans les locaux de l'OCRC, je suppose. Voilà, donc au moins ça, c'est un fait. A-t-il été pris au Togo? A-t-il été pris sur le sol béninois? Comment est-ce qu'il a été pris? C'est les Togolais qui l'ont pris et l'ont remis à des Béninois, c'est les Béninois qui sont allés prendre. On n'en sait, excusez-moi, absolument rien
d'officiel ou de vrai pour le moment. Il faut attendre les voies officielles, vous le dites si bien. Et deuxième chose, il faut faire très attention sur ce dossier plus ou moins sensible. Mais très ce sensible. que nous ne devons pas ignorer, c'est que automatiquement, le dossier s'est éclaté. Les voies officielles du Togo ont eu l'opportunité de monter au créneau pour peut-être opiner sur ce dossier de Frère Onvi. Alors pourquoi ce silence des autorités béninoises si tant? Parce que si on a besoin d'informations pour peut-être faire nos analyses et que le silence n'est-il pas aussi coupable? Pas forcément et pas dans tous les cas. Les autorités togolaises n'ont pas réagi au lendemain de la dite arrestation de M. Steve Amoussou. Ce n'est pas les Togolais qui ont arrêté Steve Amoussou. Je sais, des jours se sont écoulés. Ça veut dire qu'ils ont pris le temps avant de se prononcer. Et là encore, les autorités ont lancé un mandat d'arrêt contre des présumés coupables de kidnapping. C'est-à-dire qu'aucun fait n'est établi jusqu'à l'heure où je vous parle, même pas du côté togolais. Vous voyez un peu ce que j'ai dit? Et les Togolais n'ont pas opiné par rapport aux chroniques de Frère Onvi ou ainsi de suite, ou à sa culpabilité ou pas. C'est-à-dire que nous sommes sur le territoire togolais et il s'avère que, ou pas, des Béninois en collaboration avec un Togolais ou des Togolais sont venus prendre quelqu'un. Et donc on voudrait bien recevoir ces personnes-là pour faire la lumière sur le dossier. C'est la description exacte de la posture des autorités togolaises aujourd'hui. Mais malheureusement, nous allons déjà au-delà. Pour les autorités béninoises, oui, vous pourriez supposer que ce silence-là cache beaucoup de choses. Mais le dossier en lui-même cache tellement de choses que l'État béninois se doit forcément d'émettre des réserves avant de venir communiquer autour. Et vu qu'il y a des voies officielles pour le faire, mais vous êtes journaliste et tous ceux qui se préoccupent de cette question-là peuvent bien mener des démarches officielles pour aller vers les autorités compétentes qui doivent se prononcer sur la question. L'appareil judiciaire est là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Et que ces autorités-là opposent un refus de se prononcer. Nous sommes en démocratie et que les journalistes relaient dans la presse que des autorités qui ont le devoir de communiquer autour refusent de communiquer autour. Ça aussi, c'est le job de la presse. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et cela serait plus formel parce que ça entre dans les prérogatives des journalistes que vous êtes. Pour dire quand même que, je vous donne un exemple. Un parti de l'opposition s'est très vite mêlé de ce dossier. Il a fallu juste 1 ou 2 jours pour qu'il commence à avoir des contre-vérités. Vous voyez un peu, voilà un peu les dangers de la chose. Parfois, à vouloir sauver, on plonge sans le savoir. Aujourd'hui, il paraîtrait, et je pèse bien mes mots, que M. Steve Amoussou, qui est incarcéré aujourd'hui, dit ne pas reconnaître être le chroniqueur Frère Onvi. La presse s'est empressée de dire qu'on a arrêté Frère Onvi en la personne de Steve Amoussou à l'état civil. Des personnalités de l'opposition qui sembleraient avoir des contacts de longue date avec M. Steve Amoussou ou avec Frère Onvi, là se trouve la maga parce qu'on ne le sait plus, disent que Frère Onvi a été arrêté et qu'il s'appelle de son vrai nom Steve Amoussou. Eux, ils établissent ça. Bon, est-ce que cela sert de preuve ou pas? On ne saurait le dire. On est monté au créneau, on a dit non, qu'on a arrêté Steve Amoussou et c'est lui le Frère Onvi. Et la personne dit que non, elle choisit la ligne de défense, je ne suis pas Frère Onvi. Vous répondez à ça comment aujourd'hui? Vous voyez? Voilà la délicatesse en fait de la chose. Pour dire que, bon, on a des députés à l'Assemblée nationale qui ont essayé de faire une certaine pression en se déplaçant devant le tribunal à l'époque pour... C'est leur droit le plus absolu. Oui, non, je ne remets pas en cause cela. J'ai juste établi un fait. C'est un fait, n'est-ce pas? Qu'ils sont allés et leur objectif est de faire pression. Ils ne l'ont jamais caché. On veut être présent pour qu'on sache que nous, les élus du peuple, nous sommes... Bon, encore que est-ce que c'est ce que le peuple veut? Ça aussi, c'est une grande question et le peuple leur demande aussi. Ce qui justifie donc la prudence autant des autorités béninoises, pas que nous justifions. Les faits justifient ça
et de la mesure que prend Renaissance nationale par rapport à cette question-là. Docteur, peut-être une question banale. Beaucoup attendent un remaniement du gouvernement. On espère toujours qu'avant 2026, quelque chose sera fait pour que, tel que vous le dites, au moins chaque parti soit plus ou moins récompensé si éventuellement le président de la République décide de faire appel à tout parti politique. Si cet appel est lancé vers vous, est-ce que vous l'accepteriez? Merci pour la question. Bon, c'est pas une question banale, hein? C'est une question d'actualité en fait, parce que depuis février 2024, il y a eu un décret qui a parlé la constitution d'un collège de ministres conseillers. Donc je préfère réellement ouvrir la question sous cet angle-là. Vous savez, Renaissance nationale n'a jamais attendu une quelconque récompense sous forme de nomination pour soutenir l'action du président de la République, Patrice Guillaume Athanas Talon. La récompense ultime qu'attend le Parti Renaissance nationale, c'est d'abord la satisfaction du peuple. C'est d'abord le développement du pays. C'est d'abord une équité sociale dans tout ce qui se fait. C'est d'abord la guerre, et je pèse bien mes mots, contre le terrorisme qui sévit au nord du pays. C'est l'atmosphère de concurrence économique juste et équitable. Et c'est surtout la valorisation des ressources, quelle que soit leur nature, de notre pays. C'est ça notre première récompense. Et nous sommes heureux d'avoir opté pour le soutien du président Talon parce que même si nous n'avons pas une satisfaction à 100% de tout ce que je viens de citer, eh bien beaucoup de choses sont faites dans ce sens-là. Être membre du gouvernement du président Patrice Talon n'est qu'une extension en fait de cela. Nous ne voyons pas cela comme une récompense, nous voyons ça comme une mission. Une nouvelle responsabilité qui est confiée sur un autre front. Participer d'une autre manière à ce que nous faisons déjà depuis 2011, si je ne me trompe. Voilà, donc oui, si Renaissance nationale est invitée à être membre du gouvernement du président Patrice Talon ou membre du collège des ministres conseillers du président Patrice Talon, eh bien, le parti a énormément de ressources intellectuelles compétentes pour jouer ce job-là et laisser une empreinte très positive et peut-être mieux que beaucoup qui y sont. Voilà donc ma réponse à cette question. Aujourd'hui, beaucoup disent que tout est cher. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent que le panier de la ménagère souffre énormément. Est-ce que vous avez cette même lecture? Si oui, alors qu'est-ce que vous proposerez au gouvernement? Et ce serait ma dernière question avec vous. Oui, c'est une réalité. Ce ne sont pas des on-dit. C'est une réalité puisque vous et moi consommons, nous allons au marché. Nous dépensons pour nos enfants, pour nos épouses, pour notre famille. Vous voyez, donc c'est une réalité. Mais il faut déjà féliciter le gouvernement qui a su quand même juguler pour nous une situation qui est mondiale. La question de la cherté de la vie est due à l'inflation économique. Il n'y a pas que le Bénin qui en souffre. Tous les pays limitrophes du Bénin en souffrent. Le monde entier en souffre. Et ce ne serait pas la première dans l'histoire. Lorsqu'en 2006, on changeait de régime, le niveau de vie que nous avions n'était pas le même. Lorsque en 2016, nous changions encore. Vous voyez, c'est une dynamique qui ne dépend pas de la gestion ou alors des compétences ou de la vision des gestionnaires du pays. C'est déjà ça qu'il faut reconnaître. Oui, le gouvernement fait beaucoup. Nous l'en félicitons. Mais lorsqu'il reste à faire, lorsque le dernier des Béninois ne se couche pas répu, eh bien, il y a encore à faire. Il y a encore à faire et seuls les ministères sectoriels s'occupant de cette réalité-là peuvent davantage faire leur travail, soulager. Parce que, comme on le dit, le ventre affamé n'a point d'oreille. C'est une réalité de tous les jours. Si nous voulons une certaine symbiose avec nos administrés, eh bien, il va falloir mettre en priorité ou en plus que priorité le minimum pour vivre une vie décente. Voilà donc ce que j'allais dire.
Avez-vous quelque chose à ajouter? Nous sommes à la fin de l'émission. Mot de la fin? Tout a été dit, à mon avis. Ce fut un plaisir d'être reçu par vous aujourd'hui pour une fois encore donner de la voix au nom du Parti Renaissance Nationale à l'endroit de notre électorat, mais de façon beaucoup plus globale, à l'endroit du peuple béninois et du monde entier qui nous suit. C'est notre manière de participer au développement de notre pays. Nous avons choisi cette mission-là qu'on nous a valablement confiée. Et quand je dis on, je parle du peuple béninois. Et nous ne les décevrons pas. Nous demandons plus de confiance, plus de patience, plus de soutien pour que, un pas devant un autre, l'objectif commun que nous nous sommes fixés, qu'est le développement d'abord du pays et l'épanouissement de chaque Béninois et Béninoise puisse être atteint dans un futur très proche. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous l'auriez compris, beaucoup de défis restent encore à relever. Le parti Renaissance Nationale croit quand même que ces défis ne sont pas impossibles. Le parti croit toujours en ses rêves de l'UDBN à Renaissance Nationale. Il faut toujours y croire parce qu'on est là, on se bat toujours pour les militants et sympathisants de ce parti. Quelle que soit la situation, il ne faut pas baisser la garde, il faut y croire. À rappeler de façon unanime le docteur Awali, Mohamed Akintola, porte-parole de ce parti-là. Nous avons parlé un peu du parti. Si vous venez de nous rejoindre, bien évidemment, parler de l'objectif, de sa mission, de ce qui a changé, des perspectives pour 2026, mais aussi nous avons abordé les questions d'actualité, notamment les questions liées au code électoral. Le dossier Frère Oumvi n'a pas été oublié. C'est une grande, mesdames et messieurs, occasion de remercier en tout cas l'espace Versailles qui nous a accueillis à tourner cette émission socio-politique qui a reçu pour vous Dr Mohamed Awali Akintola. Il est le porte-parole de Renaissance Nationale. Merci à toute l'équipe d'ici qui a permis quand même à Soleil Levant TV d'être en direct chez vous. Retrouvez-nous toujours sur Soleil Levant TV, sur les différentes plateformes digitales, notre page Facebook, notre page YouTube. Il suffit tout simplement de taper Soleil Levant TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se voit à très vite.